Alors bonjour les élèves de terminale, on se retrouve aujourd'hui pour faire notre correction du bac blanc d'histoire géo de mai 2021. Donc la moyenne générale de ce bac blanc est de 7,75, la note la plus haute est de 17,5 et la note la plus basse est de 3,3. Donc globalement, comme d'habitude, peu de connaissances. Vous vous appuyez trop sur les textes qu'on vous donne en pensant que ça suffira, mais ça ne suffit pas, il faut connaître les cours. Donc je vais vous montrer une correction, je vais passer en revue tous les thèmes. Je vous conseille de tous les écouter, ça vous fera aussi une révision générale. Donc je vais vous montrer vidéo projetée cette correction. On y va. Alors, voilà la correction. Je vais faire un focus sur les choses qui sont importantes. On va commencer par la géographie. Donc la géographie, globalement, vous avez mieux réussi le sujet 1, ceux qui ont pris le sujet 1, c'est-à-dire la France dans l'Union européenne et dans le monde, que le sujet... non, c'est l'inverse. Vous avez mieux réussi le sujet 2 que le sujet 1. Alors le sujet 2 était peut-être un peu plus facile. Le sujet 2, c'était l'Union européenne et ses territoires. Voilà. Donc on commence avec le sujet 1, la France dans l'Union européenne et dans le monde. Donc là, vous aviez d'abord, parmi les propositions suivantes, cocher celle qui définit la francophonie, on y vient, puis compléter le tableau en annexe 1. Ensuite, définissez le phénomène de littoralisation et puis citez deux atouts qui rendent le territoire attractif. Donc, je vous montre ces corrections. Alors, l'annexe. Donc, je précise qu'il fallait rendre l'annexe. Certains ont oublié de me rendre l'annexe, donc vous avez 0 sur tous ces points-là. Donc, effectivement, la francophonie, la définition, c'est bien l'ensemble des personnes qui parlent le français. Ensuite, le tableau suivant, il fallait le définir, le remplir, le compléter, voilà. Donc, les parties en gras sont celles que vous deviez mettre. Donc là, on vous donnait ça, membre du G20, 7e produit intérieur brut, 39 millions transnational. Bien sûr, on parlait de l'économie. Là, on vous donnait la culture, il fallait compléter. La France, quels sont ses atouts, quelles sont ses compétences. Là, on est sur la France, puisque le sujet, c'est la France dans l'Union européenne et dans le monde. Voilà. Donc, les compétences de la France, la langue française, qui est parlée dans de nombreux pays. C'est la définition d'ailleurs de la francophonie. Le patrimoine, qu'il soit architectural, en termes de musée, en termes historiques, la gastronomie, ça vous l'avez cité, le cinéma, les grands auteurs, etc. Et Paris, siège de l'UNESCO, je ne l'ai pas vu. Mais ce n'était pas tous ces thèmes qu'il fallait citer, il fallait en citer 3. Donc 3 parmi ceux-là. Ensuite, on vous donnait cela, politique ou diplomatie, et il fallait compléter. Donc la France est une puissance nucléaire, nous possédons la bombe nucléaire. Quelle est encore sa puissance? Le signe de sa puissance politique ou diplomatique, c'est qu'elle a un siège permanent à l'ONU et elle possède un gros réseau diplomatique mondial. Vous pouviez aussi parler d'une armée quand même de métiers assez forte, en tout cas la première de l'Europe, quasiment la seule d'ailleurs. Voilà, mais ce qu'il fallait citer, on ne peut pas se contenter de citer l'armée, il fallait aussi citer le fait que cette armée, derrière, il y a une force de dissuasion nucléaire. Voilà. Alors, ensuite, je continue sur ces questions. La question 3, définissez le phénomène de littoralisation. Alors, je reviendrai sur cette carte plus tard. Tac, attendez. Je reviens peut-être. Ouais, c'est ça. Voilà. Excusez-moi, vous ferez des stops, vous. Alors, ce qu'il fallait voir, donc, on est là, définissez le phénomène de littoralisation. Donc, ça va être ici que vous allez regarder les éléments attendus. Donc, la définition de littoralisation, elle est là. Processus de concentration des activités
et des populations sur le littoral. C'est une définition que vous aviez à connaître, hein. Voilà. Ensuite, la définition, la question 4, citer 2 atouts qui rendent le territoire français attractif. Il y en avait quand même beaucoup. Dans votre tableau que vous avez rempli, vous aviez par exemple déjà rempli la notion de culture, de patrimoine, de gastronomie. Bon, c'était bien quand même de diversifier un petit peu. Donc on peut parler d'un niveau d'équipement important, que ce soit les transports, que ce soit, par exemple, je parle de la santé, les hôpitaux, etc. Donc, qui font de nous quand même une puissance importante. L'accessibilité, pareil, on est sur les infrastructures routières, autoroutières, de trains, etc. L'héliotropisme, c'est-à-dire que nous avons de nombreux littoraux en France, hein, on en a déjà parlé. Cela, ça rend la France attractive, ne serait-ce que pour le tourisme. Donc, l'hélio, c'est le soleil. Donc, on vient se mettre au soleil en France, on vient pour le tourisme, à la mer en général. Mais aussi de nombreuses frontières avec des pays, qu'ils soient européens, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, ou bien des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, la Suisse, mais tout cela, ça fait aussi la force de la France et ça lui donne des atouts, hein, voilà. Donc ça, c'était pour le premier sujet. Je vous laisserai, bien sûr, comme je l'ai dit, faire des stops pour faire un focus s'il vous manque des informations. Alors, ce qui était valorisé dans ce sujet, c'était d'abord des efforts de reformulation, c'est-à-dire que vous ne répétez pas ce que vous trouvez texto. Des exemples de localisation, vous allez citer des noms de départements, de villes, voilà. Et vous allez toujours bien replacer le contexte et mettre en perspective avec le sujet d'étude. Alors, notre deuxième sujet, l'Union européenne et ses territoires. Donc là, on avait d'abord une carte que je vous montre. Je reviendrai après. Voilà, sur... Alors, notre carte. Je vais essayer de réduire un peu là pour que vous ayez toute la carte. Voilà. Alors, vous ferez un stop là-dessus. Donc, il fallait citer 5 États membres de l'Union européenne. Ici, ils sont représentés avec les A. Voilà. Et puis, il fallait citer 2 États membres de l'Union européenne, mais n'ayant pas l'euro comme monnaie. Alors qu'en A, il fallait citer les pays ayant comme monnaie l'euro. Et ensuite, les pays n'appartenant pas à l'Union européenne. Alors, vous pouvez effectivement représenter une carte en faisant comme eux, là, sur la correction ABC. Néanmoins, vous avez normalement, vous devez amener des crayons de couleur, de quoi pouvoir faire une carte, du coloriage ou des stylos au moins de couleurs différentes pour faire des hachures. Donc quelque chose qui soit joli et qui soit clair à regarder. Le correcteur n'a pas à passer 20 minutes à comprendre une carte qui est un vrai bazar. On n'y rien, les noms des pays qui n'étaient pas demandés d'ailleurs là sont illisibles. Donc dites-vous bien que si vous faites une carte qui n'est pas lisible, le correcteur le jour du bac qui corrige 80 copies a autre chose à faire que du déchiffrage. Donc à vous de mettre tous les atouts de votre côté et à faire quelque chose de joli et de simple à lire. C'est la base. Donc, une petite remarque ici, c'est un sujet qui date de 2019. L'Angleterre apparaît comme État membre de l'Union européenne n'ayant pas l'euro comme monnaie. Aujourd'hui, l'Angleterre, hein, c'est acté, donc maintenant il faut changer ce pays de catégorie. C'est un pays qui n'appartient plus à l'Union européenne, donc ce serait C ici. Et moi, je l'ai corrigé en tant que tel. D'accord, avec le Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Voilà pour la carte. Donc à vous de corriger. Ensuite, la deuxième question, présenter un acquis communautaire européen de votre choix dans le domaine économique. Donc je repars sur ma correction. Un atout communautaire économique. Je vais grossir. Voilà. Donc,
on avait quoi comme atout communautaire? On est toujours ici sur les éléments attendus. Donc là, vous avez toute la liste des pays qu'on vient de voir sur la carte. Ici, acquis communautaire, exemple, eh bien, la libre circulation des marchandises ou bien des personnes et des capitaux. Ça fait vraiment partie des textes fondateurs de l'Union européenne. C'est un atout, c'est un acquis communautaire, c'est-à-dire que logiquement, on ne peut pas revenir dessus. Et donc, la libre circulation des gens, des personnes, des capitaux, etc. Il y a aussi la coopération transfrontalière, c'est-à-dire tous ces systèmes d'aide économique, de redistribution de l'argent. On parlera ensuite du FEDER par exemple. Eh bien ça en fait partie, que ce soit des coopérations finalement monétaires, financières ou des coopérations par le biais de projets de construction. Je pense par exemple à la ligne de TGV Lyon-Turin. Eh bien ça fait partie de ces acquis communautaires. Et puis tout simplement l'euro qui vous était donné dans la carte précédente, bien oui, l'euro c'est un acquis économique, nous sommes tous passés à l'euro, normalement on ne peut plus revenir dessus, c'est cette notion d'acquis, on ne peut plus revenir dessus. Alors, une petite parenthèse, bien sûr qu'on est revenu dessus pendant la période du Covid, et ça a d'ailleurs posé beaucoup de problèmes à la France de fermer ses frontières, ce qui nous a fait prendre parfois du retard en termes de lutte contre le virus, parce que on était très attaché à ne pas rompre avec ces acquis communautaires et à ne pas revenir dessus. D'autres pays l'ont fait rapidement, l'Italie, le Portugal, mais nous on a eu beaucoup de mal à fermer nos frontières. C'est pour insister sur le fait que ce sont bien des acquis communautaires et qu'il est difficile de revenir dessus. La question suivante, c'était la question 3. Donc, comment le FEDER, dont on vous donnait la définition Fonds européen de développement régional, participe-t-il à la réduction des inégalités entre les régions de l'Union européenne? On en avait longuement parlé en cours, tout est dans vos cours. Donc, si vous avez été quand même assez nombreux à me parler de ce principe de redistribution, de contribution financière, c'est-à-dire cette grosse tirelire que je vous avais présentée dans lesquelles tous les pays mettre une somme et puis ensuite il y a une redistribution, ça vous en avez parlé. En revanche, vous n'avez pas parlé de la notion de projet. Cet argent, cette tirelire, elle sert à financer des projets. Et c'était bien là que vous aviez tous les points et non pas seulement en disant que c'était une grosse tirelire. On avait vu en cours, certains l'ont cité, ces projets, par exemple, de financement d'une route, d'un pont même, à La Réunion. Et c'était un peu étrange d'ailleurs, ce sujet, puisque c'est à La Réunion. La Réunion, eh bien, ça fait partie de la France, donc c'est un projet qui est financé par l'Union européenne, bien qu'il soit à des milliers de kilomètres de la France et de l'Europe. Mais on avait parlé justement de ce thème-là. Alors, les éléments de valorisation encore là, eh bien pareil, vous illustrez avec des exemples précis, localisés. Vous utilisez un vocabulaire qu'on a vu en cours. Très peu sont ceux qui vont parler de l'espace Schengen ou de la zone euro, alors que c'est quelque chose qu'on a vu en cours. Voilà pour la géographie. On passe maintenant à l'enseignement moral et civique. Ça a été facile, hein, vraiment. C'est là où vous avez en général pris des points. C'était sur 4 points. Vous avez été nombreux à avoir 3, 4 points. Le sujet, c'était biologie, éthique, société et environnement. Donc, vous vous rappelez sans doute que vous aviez un document 1 avec du tri sélectif des déchets, une fiche d'information sur le tri sélectif où on vous disait tel déchet dans tel compost et on en fait ceci. Voilà. Donc, le but de cette affiche, c'était bien sûr une affiche d'information pour expliquer ce que l'on fait des déchets, comment on les trie. Voilà. Donc, on pouvait rentrer un petit peu dans le détail. Hein. L'idée était de dire qu'effectivement, on trie les déchets dans tel type de poubelle, par exemple, les déchets, les poubelles bleues, et bien pour les déchets plutôt plastifiés ou en métal et qui vont servir à refaire des bouteilles ou des boîtes de conserve.
Donc l'idée là, c'était d'expliquer ce tri, d'accord, voilà. Mais surtout, c'était d'expliquer l'idée de seconde vie du déchet, d'accord. Donc on incite les habitants au tri sélectif, on les sensibilise à la nécessité de recycler les déchets, mais aussi on redonne une seconde vie à ces déchets. C'était même le titre de l'image, donc c'était facile de parler de cette idée de seconde vie, et c'est quand vous avez parlé de cette seconde vie que j'ai vraiment mis le maximum de points. La deuxième question, c'était comment l'entreprise Carrefour se mobilise-t-elle contre le gaspillage? Là, c'était aussi assez simple. On avait un article d'un magazine qui expliquait ce que Carrefour avait mis en place pour finalement éviter le gaspillage. Et donc, vous aviez à lister tout ce qu'il disait. C'était facile. Donc, on commence ici. Il y avait d'abord l'allongement de la date d'utilisation des produits, la gestion raisonnée des stocks, c'est-à-dire que dès qu'on voyait qu'un produit arrivait en date limite, hop, on le mettait en avant, on essayait de le vendre d'abord. Il y avait la formation des personnels. Là, c'était cité dans le texte, des coachs anti-gaspi qui doivent effectivement valoriser tous ces produits. Et ensuite, il y avait l'idée de réutiliser, par exemple, les produits qui n'avaient pas pu être consommés et qui étaient quand même arrivés en date limite de consommation, de les composter, de les utiliser pour faire des énergies renouvelables. Donc, on est dans l'idée de réduction des déchets et énergie renouvelable et moins polluante. Tout ça était dans le texte. J'ai valorisé les élèves qui ont quand même essayé de reformuler et non pas de recopier le texte en entier, texto, comme un gros bloc. Là, je ne l'ai pas valorisé. Vous avez mis tous les éléments, mais vous faites du recopiage. J'ai valorisé donc les élèves qui ont présenté sous signe de tiret, qui ont essayé de faire ce type de reformulation. Ensuite, comment ces deux exemples d'action illustrent-ils la prise en compte de la responsabilité environnementale? Là, j'ai vraiment essayé de voir les élèves et vos sensibilités par rapport à l'environnement, ce que vous connaissez. Donc, il fallait parler de termes précis, économie d'énergie, importance de ces économies d'énergie dans un climat de réchauffement climatique, quand même de stress environnemental. Donc, on pouvait citer aussi les termes de notion de développement durable. Donc, il s'agissait d'aller voir un petit peu ce que vous connaissiez de l'environnement, de ces problématiques aujourd'hui qui sont les vôtres, puisque vous êtes une génération qui sera concernée par tout cela, et de voir comment on articulait ces notions d'anti-gaspi et finalement de recyclage des déchets, de réduction des déchets avec ces notions d'environnement. Voilà, c'était ça qu'on attendait. Que vous développiez des réponses un petit peu qui mettaient en valeur vos connaissances. Alors, je passe à l'histoire. Donc, on avait le premier sujet sur la chute du mur de Berlin, le deuxième sujet sur les attentats du 11 septembre 2001. Donc, ce premier sujet de chute du mur de Berlin. Alors, d'abord, peut-être un point un peu général, c'est que vous pensez là encore que parce que vous avez les textes, vous pouvez vous contenter de récupérer les éléments dans les textes, de les recopier, de faire de la paraphrase, mais en fait, vous ne montrez pas vos connaissances, bon, parce que vous ne les avez pas. Vous n'utilisez pas les mots-clés qu'on a vus en cours, vous ne datez rien, il n'y a aucune date. Il n'y a pas de contexte, donc c'est très superficiel, il y a très peu de connaissances. Alors, quelle fonction occupait George Bush en novembre 1989? Mais George Bush était bien sûr président des États-Unis, d'accord, durant la chute du mur de Berlin. Donc, ça c'était sur un point. Ensuite, on se partageait les 7 autres points en 3 et 3 points sur les deux questions suivantes. Donc, il fallait expliquer la phrase soulignée. Donc,
Cette phrase soulignée, c'était « Je savais que ces deux grandes familles seraient un jour à nouveau réunies et que tous les gens pourraient à nouveau aller et venir comme ils l'entendaient et jouir de cette liberté qui nous était si naturelle. » Donc on est dans le cadre de la chute du mur de Berlin. Et beaucoup n'ont fait que recopier cette phrase, me parler de famille. On ne sait même pas si vous avez compris qu'il parle de la réunification, hein, et c'était bien ça qu'il fallait utiliser comme terme. La réunification des deux Allemagnes, bien sûr je valorisais si vous parliez de RDA, de RFA, même si c'était cité dans le texte, donc c'était déjà assez facile, du moins on parlait de Berlin-Est et de Berlin-Ouest. Je valorisais aussi le fait que vous soyez capable de me dire que la RDA, c'était le côté soviétique, une rémanence de la Seconde Guerre mondiale, du communisme. Hein, c'était vraiment le côté qui appartenait à l'URSS. Et si vous étiez capable de me dire au contraire que la RFA était là une rémanence d'un côté qui aurait appartenu pendant un temps aux Alliés, mais qui n'appartenait plus à cette époque-là aux Alliés, d'accord, hein. La RFA était une entité propre, République fédérale allemande, autonome, mais bien sûr beaucoup plus tournée vers les Alliés, les États-Unis, le capitalisme, etc. Mais ce n'était pas une zone américaine, hein. Ça, c'était une zone, on va dire, alliée, mais c'était une zone allemande. Donc, si vous avez valorisé ces éléments-là, de me parler de la réunification, de tout le contexte historique qui ont mené à cette séparation des deux Allemagnes avec le mur de Berlin, de parler un petit peu du mur. Vous auriez très bien pu parler de sa mise en place, 1961. Non, ça, j'ai jamais eu une date, jamais eu une explication sur le mur de Berlin qui montre que vous connaissez vos cours. Voilà, c'est simple. Et ensuite, vous parlez de réunification. Le terme, il faut le citer. Je ne l'ai que très peu eu. Et on avait la question suivante qui était pourquoi la chute du mur de Berlin constitue un événement important du monde des années 1990. Ben là c'est pareil, fallait quand même rentrer dans les éléments de la guerre froide et au moins citer le terme. Donc qu'est-ce que c'est que la guerre froide, hein, ce conflit qui a opposé l'URSS et les États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1947, avec le plan Marshall, et qui s'est terminé en 1989, mais qui n'a jamais donné lieu à des conflits, on va dire, directs entre les États-Unis et l'URSS, et donc, mais plutôt des conflits indirects. Et donc, il fallait expliquer le contexte de la guerre froide. Et donc, expliquer que la chute du mur de Berlin, bah, ça symbolise la fin de la guerre froide. Vous pouvez parler de Gorbatchev. Bref, tout ça, c'est des choses qu'on a vues en cours. Mais là encore, vous êtes contenté de recopier vos éléments de cours, vos éléments de texte. Ce serait trop beau si vous recopiez les éléments de cours. Donc, qu'est-ce qu'on attendait? Des dates, par exemple, précises. On pouvait, bon, je ne l'ai pas attendu, là, essayer de comprendre le point de vue de Bush, les enjeux diplomatiques. Non, j'avoue que je n'ai pas valorisé ça parce que je savais que je ne l'aurais pas. Par contre, on pouvait attendre quand même des éléments sur l'hyperpuissance américaine. L'idée d'un monde bipolaire, vous vous rappelez ça là, c'est ici le monde bipolaire, un monde unipolaire dominé par les États-Unis parce que c'est ce qui est en jeu avec la fin de la guerre froide. Le monde devient unipolaire, tout ça c'est des notions qu'on avait vues en cours. Bon. Je passe au sujet 2. Le sujet 2 c'était le 11 septembre 2001, même remarque, vous vous appuyez uniquement sur ma foi, les éléments du texte, peu de connaissances. Donc, quel est le contexte historique du discours de Obama? Eh bien, ce contexte historique, c'est le 13e anniversaire des attentats du 11 septembre. Donc, c'est un texte qui commémore. Commémoration, mais il fallait bien citer l'idée de 13e anniversaire. Expliquer la phrase soulignée. Donc, cette phrase, voici 13 ans. La paix a été rompue une après-midi du mois de septembre. 13 années où des vies ont été perdues, y compris des vies de ceux qui travaillaient au Pentagone. 13 années qu'ils auraient pu partager avec nous. Bon, bah pareil, on a eu beaucoup de recopiage.
On attend un commentaire. Donc, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait des éléments d'explication attendus, là encore, qui montrent que vous connaissez votre cours. Qu'est-ce que c'est que ces attentats du 11 septembre 2001? Vous en parlez, vous expliquez. Donc, là, on attendait les tours jumelles. World Trade Center, on en a parlé en cours, je vous ai montré des images. Ces tours qui s'effondrent, qui font plus de 3000 morts. Dans le texte, il vous citait le Pentagone, parce qu'il y a aussi eu des avions qui sont tombés sur le Pentagone, on en parle moins, mais voilà, on pouvait reprendre ça. Quels autres éléments on pouvait donner pour expliquer ce qui s'est passé, de quoi il parle, qu'ensuite ça va donner lieu à l'entrée en guerre des États-Unis contre le terrorisme, tout simplement, qui vont ensuite perturber longuement le monde, et on n'est toujours pas sorti finalement de cette phase de terrorisme et de guerre contre l'islamisme intégriste. Ça a commencé comme ça. Alors à l'époque c'était Al-Qaïda, aujourd'hui c'est l'État islamiste, mais on est toujours sur cette même phase finalement. Certains en ont parlé, des attentats en France, Charlie Hebdo, etc. Mais assez peu l'ont fait. Donc la question 3, c'était pourquoi la chute du... non, pas du tout. C'était quelles ont été les conséquences du 11 septembre 2001. Eh bien, au niveau américain, c'est la remise en cause ici de l'hyperpuissance américaine. Vous vous rappelez que je vous avais expliqué que c'était un traumatisme pour tout le monde, pas seulement pour les Américains. Cette image, on s'en rappelle, on sait ce qu'on faisait à ce moment-là. Pourquoi? Parce que les Américains n'avaient jamais eu la guerre sur leur territoire, jamais. Et d'un seul coup, ils étaient attaqués et c'était un choc incroyable pour le monde entier de se rendre compte que ces premières puissances du monde pouvaient elles aussi être attaquées par des petits avions de ligne et des terroristes, de vulgaires terroristes, même pas organisés, ou très peu. Donc, un choc, l'hyperpuissance américaine. Du coup, on était jusque-là dans un monde unipolaire, où l'Amérique était devenue hyperpuissante. Mais on va, là, avec ce choc, revenir dans un monde multipolaire, venir dans un monde multipolaire. L'Amérique va perdre de sa puissance, de son lustre, et puis va surtout essayer de fabriquer aussi on va dire des alliés pour lutter contre le terrorisme. Donc on va s'allier autour de cette notion. Et en fait, ça va être l'entrée en guerre des démocraties contre le terrorisme. On est toujours dans cette phase. Ça va installer une instabilité géopolitique. Il suffit de parler de l'Irak. Et on l'a vu en cours, ça aussi, avec la naissance de nombreux conflits. Et même aujourd'hui, la phase dans laquelle on est une finalement conséquence de l'instabilité géopolitique qui a été créée à cette époque. Donc la valorisation des candidats, c'était certains ont fait l'intervention américaine en Afghanistan. On est allé, les Américains ont déclenché une guerre tout de suite après le World Trade Center avec l'Afghanistan parce que c'était là-bas qu'étaient réfugiés les terroristes d'Al-Qaïda. Voilà. On a fini cette correction, donc je vous incite à la regarder, à prendre du temps et à faire un travail un peu approfondi si vous voulez avoir une note à peu près correcte au bac. Voilà, je repasse ici et je vous dis au revoir.